Alors, bonsoir et bienvenue au Columbia Global Center Paris. Nous sommes ravis de reprendre notre nouvelle saison de programmation de 2023 avec un public aussi nombreux, donc merci beaucoup. Et bonne année d'ailleurs, puisqu'on est encore au mois de janvier, on peut se souhaiter la bonne année. Donc le Columbia Global Center est le centre universitaire de Columbia, qui a une présence en France depuis 1964. Cela fait donc un peu plus de 5 décennies que nous proposons une programmation à la fois culturelle et universitaire sur les échanges franco-américains. La rencontre de ce soir est à l'initiative de l'une de nos enseignantes, Christelle Tarot, qui est une historienne et féministe spécialisée dans l'histoire du genre et des sexualités en contexte colonial. Beaucoup d'entre vous la connaissent et voilà, vous êtes venus nombreux l'écouter ce soir et hélas, elle est souffrante. Donc elle ne pourra pas se joindre avec nous, c'est catastrophique, voilà. Donc pour ceux qui ne la connaîtraient pas, elle a publié des ouvrages conséquents tels que Sexe, race et colonie, la domination des corps du XVe siècle à nos jours, avec Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Gilles Butch et Dominique Thomas, aux éditions La Découverte en 2018. Et plus récemment, elle a dirigé un autre ouvrage collectif, toujours aux éditions La Découverte, intitulé Féminicide, une histoire mondiale. Et j'ai eu le plaisir d'organiser une soirée de rencontres et de discussions autour du livre cet automne en compagnie de Nadine Trintignant et Natacha Henry. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir de retrouver dans la salle quelques visages familiers qui étaient là avec nous cet automne. Donc, notre chère Christelle est souffrante. J'ai donc la lourde responsabilité de présenter les intervenantes qu'elle a eu l'amabilité de réunir autour de nous ce soir. Je commencerai par Véronique Blanchard. Véronique. Non, car c'est autour de vous que s'articule cette soirée, Véronique. Vous avez fait votre thèse d'histoire sur la déviance féminine juvénile, sur la période de l'après-guerre entre 1945 et 1958, sous la direction, si je ne m'abuse, de Frédéric Chauveau, à l'Université de Poitiers. Et ce travail de doctorat est devenu un ouvrage intitulé « Mauvaise fille, incorrigible et rebelle », publié avec David Niger aux éditions textuelles en 2016. Alors ça, c'est pas ma thèse, ça c'est le pré-travail de la thèse, qui venait après une exposition, mais on aura le temps d'en parler tout à l'heure. Donc ça, c'est un travail coécrit avec David Niger et d'autres historiens et historiennes. Et puis ma thèse, et ce qui a été publié comme ma thèse, c'est Vagabonde voleuse vicieuse, aux éditions des Pérégrines, et qui en plus, je crois, j'ai la chance qu'il soit vendu et à disposition ce soir, donc c'est extraordinaire. Et donc voilà, ma thèse c'est Vagabonde voleuse vicieuse, et puis le beau livre avec tout un panorama sur l'histoire de la déviance juvénile au féminin, c'est Mauvaise fille. Merci pour cette petite correction. Et donc pour les étudiants qui nous écoutent ce soir, je trouve que ce parcours est tout à fait remarquable car il montre l'importance de tout travail de recherche qui, dans votre cas, a trouvé des résonances extraordinaires à travers des médias différents tels que le documentaire et la mise en scène théâtrale. Et ce n'est que pour le moment, car il pourrait y avoir d'autres échos à votre travail. Donc, sur ce, je me tourne vers les autrices et créatrices qui se sont emparées de votre sujet. Émérance Dubas, réalisatrice du documentaire Mauvaise fille, qui a été louée par les Inrocks par la grande sensibilité avec laquelle vous racontez l'histoire de la violence féminine. Et Sandrine Laonneau, qui a créé le spectacle Mauvaise fille, joué au théâtre de Chelles, et qui sera repris pendant un mois, au mois de mars, prenez vos places, au théâtre du Rond-Point. Et Bénédicte Villain, compositrice et interprète, qui nous fait l'honneur d'accompagner la lecture de Sandrine Laonneau ce soir au violon. Donc, juste pour le petit ordre des événements, nous commencerons donc par la lecture musicalisée de Sandrine Laonneau et Bénédicte Villain. Nous montrerons le film documentaire et nous aurons l'occasion d'ouvrir la parole à la discussion avec le public après. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais juste dire quelques mots. Mauvaise fille donc, est inspirée, en tout cas le détonateur, comme je dis, c'est Vagabonde voleuse vicieuse de Véronique Blanchard.
Et puis, j'en ai fait une commande d'écriture. Donc, le texte, les extraits du texte que je vais vous lire avec Bénédicte Villain, c'est un texte qui s'appelle Mauvaise fille et qui va être publié sur un autre titre, Peine mineure, une version augmentée, et qui est de Sonia Chiambretto, voilà, qui est l'autrice du texte. Et là, derrière, comme elles ne pouvaient pas être là en chair et en os, qu'elles sont toutes en tournée, il y a les 3 comédiennes, Lola Blanchard, Evelyne Didi et Paola Valentin. Et je vais faire de mon mieux pour faire les 3 en même temps. Mais comme ça, vous voyez en même temps des... J'espère que ça... Ouais, vous voyez en fait des extraits du spectacle qu'on a créé, donc il y a maintenant 15 jours. Voilà, c'est tout frais. Moi, je peux parler avec Sarah. Sarah peut parler avec Cindy. Cindy peut parler avec Dakota. Dakota peut parler avec moi. Je peux parler avec Sarah parce qu'elle a collé son lit contre le mur du fond. Sarah est la plus proche de moi par le mur. Je ne dois pas bavarder à travers les murs. 1. Je dois ouvrir la fenêtre et le volet. 2. Je dois faire mon lit. 3. Je dois dépoussiérer le bureau, le chevet, les étagères, le bas de l'armoire. 4. Je dois laver les vitres. 5. Je dois vider les poubelles. 6. Je dois nettoyer les différents compartiments de la douche. 7. Tous les mardis, je dois laver les draps. 8. Je dois préparer les vêtements que je dois porter. 9. Je dois nettoyer le sol de la chambre en m'arrêtant devant la salle de bain. 10. Je dois prendre ma douche parce que je dois prendre soin de moi. Crème hydratante, coiffure, brossage, les dents. 11. Je dois appliquer ma crème contre l'eczéma. 12. Je dois mettre mes gouttes dans les oreilles. 13. Je dois vérifier si je n'ai pas de courrier à envoyer. 14. Je dois respecter les règles. 15. Je ne dois pas mettre un objet qui empêche la porte de ma chambre de se fermer. 16. Je ne dois pas bavarder à travers les murs la nuit. 17. Je ne dois pas pénétrer la salle de veille. Le bureau de veille, comme son nom l'indique, a pour fonction la veille. Les jeunes mineurs n'ont pas le droit d'y entrer sans convocation. L'écran fixé au mur au-dessus du bureau n'est ni un écran de télévision, ni un écran de jeux vidéo, ni un écran de karaoké. C'est un écran directement relié aux caméras vidéosurveillance. Et des caméras vidéosurveillance, il y en a partout. Ce qui signifie que l'on voit tout, ce qui signifie que l'on entend tout, ce qui signifie que l'on sait tout, ce qui signifie que tu n'as pas respecté les règles, ce qui signifie, Billy, que tu te prends une sanction. Encore une. Madame la juge, je n'ai pas grand-chose. Ma vie, oui, mais ma vie ne vaut pas grand-chose. Même ma mère le pense. Je sais qu'elle est en train de m'oublier. Je me sens seule. Ici, je suis un cas parmi d'autres. Les encadrants sont gentils, mais ils parlent trop. Les autres filles aussi, elles parlent trop. Je veux dire à ma mère, pardon pour toutes les bêtises que j'ai faites et qui ont des conséquences. Pardon de ne jamais prendre les bonnes décisions. Pardon de ne pas penser à l'avenir. Je regrette, Billy.
Billy, suicide-toi si tu veux. Moi, j'en ai plus rien à faire de toi. Tu te débrouilles. Devant les encadrants, elle se fait passer pour la maman idéale. Et dans leur dos, elle me parle mal. Elle dit toujours que c'est moi. Elle dit que je suis foutue, que je n'arriverai jamais à rien dans la vie. Elle ne veut pas que je sorte d'ici. Ce sont des paroles qui marquent, qui font mal. J'ai 16 ans, j'assume mes torts. Elle en a 40, il faut qu'elle assume les siens. Elle ne me donnait jamais à manger, me tirait par les cheveux, m'insultait, me laissait toute seule avec son homme. Après, ça sera trop tard. Je ne pardonnerai plus. Je dois payer pour ce que j'ai fait. Au début, quand j'ai commencé, j'avais peur. Après, ça devient une habitude, t'as plus peur. Ça devient normal pour toi. J'ai fait la violence, je paye pour ma violence. Mais j'ai changé. Je dois sortir. On croirait qu'ils veulent me garder toute la vie. Ici, il n'y a plus que mon cheval. Il m'a adoptée. Je suis la seule à le monter. Il n'y a plus que mon cheval et Aaron, l'encadrant. Aaron, c'est mon encadrant référent. Il nous entraîne à la boxe. Aaron, je le kiffe trop. Je m'appelle Annette, j'ai un peu plus de 16 ans, je viens de Sarreguemines. Quand je suis dehors, je ne fais aucun projet. Je vis au jour le jour, comme ça, je ne suis jamais déçue dans n'importe quelle situation. C'est en remontant les quais, sur la rive droite, à l'endroit où le fleuve coupe Paris en deux, que le ciel s'est mis à tourner. Je l'ai vu devant moi. Mon cœur, boum, boum. Abdel. Il fumait, adossé à un pilier, le regard dans l'eau. On s'est presque souri. Je l'ai suivi. On a marché vite. Il a commencé à pleuvoir. Mes cheveux mouillés collaient à mes joues, à mon cou, dans ma bouche. J'avais mal aux pieds. J'ai retiré mes bottines. Je marche plus vite pieds nus qu'en bottines. Je l'ai suivi jusqu'en banlieue, dans les flaques, jusqu'au foyer des jeunes travailleurs, à l'ouest de Paris, à une rue du bidonville de la Folie. Je l'ai suivi jusque dans sa chambre. Quand Abdel a allumé le poêle, un gros nuage de fumée s'est répandu. J'avais les yeux qui piquaient, la peau qui brûlait, je me retenais de tousser, j'étais toute rouge. Je l'ai suivi complètement, volontairement, de mon plein gré, jusque dans son lit. « Baisse la tête !» Mais papa, baisse la tête ! J'ai l'honneur de solliciter le placement de ma fille Annette par voie de correction paternelle. Annette flirte dangereusement avec un Nord-Africain. Visage brun au teint mat, encadré de cheveux foncés, mal peignés, mal nippés, démarche traînante, allure plus que nonchalante, tenue peu nette, peu évoluée. La demande de correction paternelle vise à soustraire sa fille Annette aux mains des Nord-Africains. Je m'appelle Annette. Je suis née le 17 juillet 1938 à Sarreguemines. Mes cheveux sont blond cendré, mi-longs, ondulés. Mon front est bombé. Mes sourcils sont fournis. Mes yeux tantôt bleus, tantôt gris. Mon nez, un monument, l'Arc de Triomphe sur la place de l'Étoile. J'ai du charme, je plais, je le sais. C'est une jeune fille assez grande, maigre, au visage pâle et allongé, les cheveux raides, tirés derrière les oreilles. Allure chétive mais bien proportionnée, expression changeante, visage buté, lèvres pincées, ton gouailleur et vulgaire, très impulsive, désagréable par ses moqueries. Je suis spirituelle, assez intelligente, plutôt gaie, parfois lunatique, quelquefois menteuse, je tiens tête à la vérité. Parle sur un ton hargneux, dit qu'elle a abandonné de tout le monde, ne fait jamais son lit. La mère,
ma mère. La mère est de nature froide et intéressée, elle est mauvaise ménagère. Nous vivons dans 9 mètres carrés avec 5 enfants. La pièce prend l'air, tout est dégradé et recouvert de sacs plastiques depuis la fin de la guerre. Pour me déshabiller, je dois me mettre sur le palier et tout éteindre. On doit descendre dans la cour chercher l'eau, 50 sur le même robinet. C'est Annette qui descend. Alors elle traîne, parfois ne remonte pas. Il arrive qu'on ne la revoie plus jusqu'au lendemain. La scène me fascine, surtout quand elle grossit. J'aime flâner sur les quais. Un agent me demande « Que faites-vous là, mademoiselle ?» Je réponds « Je respire, monsieur l'agent. » L'agent, dans sa voix le vibrato de mon père. « Rentrez, respirez chez vous, mademoiselle. » Le médecin, le docteur, le moine. Son sens moral est nul pour tout ce qui concerne la sexualité. Elle déteste être enfermée et trouve plaisir à sortir dans la rue. Ses flâneries sont un facteur de la prostitution. Écrivez ce que vous voulez. J'ai pas volé, j'ai pas tué. Laissez-moi sortir. La rédemption des âmes et la discipline des corps sont au cœur des méthodes de redressement des bons pasteurs. Sœur Victoire a fait le vœu de vaquer et servir à la conversion, l'instruction et la conduite des filles qui entrent au bon pasteur pour changer leur mauvaise vie et y faire pénitence. Tous les jours, prière. Petit déjeuner, prière. Travail, prière. Déjeuner, prière. Travail, prière. Dîner, prière. Le soir, au pied de mon lit, je prie Marie-Joseph et tous les saints de bien vouloir assister à mon trépassement. Tous les jours, je prie. Tous les jours, j'imagine un plan d'évasion. Merci. Je ressens un silence respectueux dans la salle. Nous sommes, je pense, un peu toutes et tous estomaqués. Le premier cri du cœur qui me vient en reprenant la parole, c'est en écho à l'une des paroles qui clôt le film d'une des intervenantes, quelle vie de chien. Alors, est-ce que vous pourriez vous représenter brièvement et nous dire comment vous êtes arrivé à ce projet, peut-être d'abord par le biais du travail d'historienne, le travail de documentariste et le théâtre. Bon, c'est pas simple de prendre la parole après ce film, après ces extraits de la pièce. Donc, me représenter, je vais le faire très brièvement. Donc, je suis Véronique Blanchard, ça je crois que vous avez bien compris. Je suis historienne, je suis éducatrice et j'ai donc fait sur le tard un travail de recherche autour de la question de la déviance au féminin dans le Paris des années 1950. Donc, j'ai travaillé sur des archives qui émanent du tribunal pour enfants de la Seine et au fil de la découverte de ces archives qui étaient extrêmement riches avec une parole très forte des adolescentes de ce Paris des années 50 et 60, j'ai essayé de dérouler une analyse de ces archives pour essayer de présenter des portraits de jeunes filles considérées par la société, par la justice, comme des mauvaises filles, comme des filles qui ne correspondaient pas aux normes de genre. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est vraiment ce que j'ai essayé de montrer dans mon travail. Elles ne correspondaient pas à ce qu'on attendait d'elles, et parce qu'elles ne correspondaient pas aux attentes qu'on avait du féminin à l'époque, et c'est des questions qu'on pourrait encore se poser aujourd'hui, je crois, elles étaient considérées par leur famille, par la société, par la justice, comme déviantes, beaucoup plus que comme délinquantes. Et
de ce fait, elles étaient prises en charge par la justice des enfants, par les juges des enfants et par, ce qui est très anachronique, mais très important à avoir en tête, par des institutions religieuses. L'État, la justice des enfants, confiait ces jeunes filles déviantes, ces jeunes filles qui étaient sur le mauvais chemin, soi-disant, on les confiait à des congrégations religieuses qui étaient installées en France depuis le milieu du 19e siècle et qui étaient toujours en activité de manière presque monopolistique, si j'ose ce mot, jusqu'aux années 1970 en France. Voilà, donc ça c'est l'essence de mon travail. Et c'est vrai que les éditions des Pérégrines qui sont représentées ce soir ont accepté, dans ce travail de recherche et de thèse qui était un peu particulier, de souligner ce que j'avais tenté de faire, c'est-à-dire de mettre en avant la parole des jeunes filles telles qu'elles étaient dans les archives. Et ce qui me touche beaucoup dans la pièce de Sandrine Lano, ce moment que vous avez entendu tout à l'heure d'Annette qui se décrit comme disant qu'elle est spirituelle, c'est une archive, c'est des mots de jeune fille, c'est le mot d'une jeune fille, qui bien sûr ne s'appelle pas Annette, d'une jeune fille que j'ai trouvée dans mes archives. Et alors, je suis presque aussi émue que vous, parce que là, je suis entourée quand même de deux femmes qui, à travers ce travail d'historienne, ce travail d'archives, ce travail de recherche, ont fait deux œuvres que je trouve terriblement sensibles, terriblement fortes et assez fidèles, même si très éloignées, parce que c'est leur œuvre, c'est pas du tout mon travail, c'est vraiment leur travail à chacune. Mais elles ont suivi, disons, un tout petit peu mes pas en essayant et en parvenant de manière très, très talentueuse à donner la parole à ces femmes, à leur offrir un écrin pour cette parole. Je l'ai tenté à ma petite mesure dans un travail de recherche historique et je trouve que Émérance l'a fait de manière magnifique dans son écoute de documentariste. Et le travail d'écriture, Sonia n'est pas là, mais le travail d'écriture qu'a fait Sonia en écoutant les jeunes filles placées dans un centre éducatif fermé et en lisant mon travail et en comprenant les archives que j'avais exploitées, et puis Sandrine en sachant le mettre si bien en scène, voilà, elles ont donné la parole à ces femmes, comme j'ai tenté à ma petite mesure d'historienne de le faire dans mes travaux de recherche. C'était pas vraiment une présentation, ça, quand même. Mais bon. si, c'était très bien. Peut-être que je rebondirais justement sur Sandrine. Sandrine, j'ai trouvé que c'était fantastique, en fait, dans la lecture musicale, avec en arrière-plan tous les visuels de la mise en scène de la pièce. Et on a parlé brièvement, lorsque vous éclipsiez, de cette cage à poules. Et je me demandais forcément en regardant le documentaire s'il y avait un lien entre la cage à poules de la mise en scène et cette séquence très forte dans le film où elle raconte voilà, que c'est à partir d'un vol hypothétique de poules que voilà, le viol est légitimé. Non, je vais rebondir sur la cage à poules. En fait, la cage à poules, c'est vraiment un terme qui était donné, mais en fait, c'est marrant, c'est plus dans les écoles de préservation de jeunes filles, qui est une antichambre publique, justement, des bons pasteurs, qui a moins duré dans le temps, je crois que, parce qu'en fait, ça... c'était une chose plus ancienne, si je me trompe, je me dis, je me souviens de Véronique Blanchard, en tout cas de tout ce domaine-là, donc j'essaye de parler à sa place. Mais c'était, il y avait toute une... Moi, j'ai travaillé beaucoup aussi en mise en scène, beaucoup sur des photos, et il y a notamment, alors là, c'est pas un livre, cette fois-ci de Véronique, mais il y a un livre avec les comment il s'appelle, Vagabonde. Vagabonde, voilà, avec un photographe qui était en fait Henri un Manuel. photographe, voilà, merci, parce que j'ai pas de mémoire, un photographe quasi, c'était une commande en fait de photographie, donc les photos étaient quasi, on peut dire, truquées, parce que tout se passait très bien, posé, tout le monde était très souriant, alors que c'était quand même, je pense que ce que vous avez vu du film d'Émérance, c'était ça, la réalité, voilà. Et donc il y avait une série dans une des écoles de préservation de jeunes filles, il y avait en fait c'était une série de cages à poules, donc sur le plateau vous en voyez une, mais il y avait un couloir en bois et puis une série de cages à poules comme ça, voilà.
Elles existent Ouais. toujours. Donc, Ouais, voilà. ces cages à poules, c'est cette idée que vont avoir ces institutions de pouvoir séparer le corps des jeunes filles en permanence et les séparer aussi la nuit. Donc, très vite, on ne va plus supporter l'idée qu'elles soient en dortoir et on va inventer une sorte de dortoir grillagé qui permet d'observer les mineurs, même quand elles dorment, en permanence. Donc, il faut que vous imaginez. La cage à poules est merveilleusement reconstituée dans la pièce. Et ces cages à poules ont été photographiées par Henri Manuel et elles ont subsisté pour les garçons et pour les filles jusqu'aux années 1950. Et elles ont parfois été conservées. Et l'école de préservation dont tu parles, Sandrine, une des écoles de préservation était à Cadillac, à côté de Bordeaux, dans un château qui est le château d'Épernon. Et c'est extraordinaire parce qu'on a fait tout un travail avec le château d'Épernon. Et donc, c'est un château de mousquetaires, très beau. Et en fait, au dernier étage, c'était c'était devenu donc au 19e siècle une école de préservation. Et au dernier étage, les filles dormaient dans les cages à poules. Et tout ça a été restauré. Donc aujourd'hui, vous pouvez visiter cet espace réservé aux filles. Voilà. Donc voilà, pour rebondir. Donc on appelle ça cage à poules, mais voilà. C'est quoi, c'était le surnom? C'était les poules, les prostituées. Voilà, c'est ça, ouais. C'est comme ça qu'on appelait le dépôt de Paris pour les prostituées. On les mettait en cage à poules. Et ensuite, c'est un terme qu'on a repris pour les dortoirs des jeunes filles déchues, pénitentes. En revanche, le lien avec les poules de Evelyne, je te laisse faire, Mérance. Là, ça, c'est une affaire, on va dire, c'est un récit individuel. Et c'est toujours la même logique, on le sait, d'être victime et d'endosser la faute de l'agresseur. Mais en tout cas, le projet, puisque c'était votre première question, et le projet de ce film est né, comme pour Sandrine, de ma rencontre avec Véronique Blanchard. Et en fait, je réalisais plutôt des portraits d'artistes. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand on s'est rencontrés, toi, tu rédigeais ta thèse de doctorat. Et j'ai été complètement sidérée de voir que des femmes de la génération de ma mère avaient été placées dans ces internats de rééducation pour filles. Je connaissais le film Les Magdalene Sisters, qui était sorti en France en 2003, que je pense que vous avez dû voir. Et donc j'ai tout de suite fait le lien, j'ai tout de suite vu un film. Et c'est vrai que notre rencontre m'a détournée de ce que je faisais précédemment, et je n'ai eu de cesse que de vouloir faire exister ce film. Ça a été un très long chemin, parce que j'ai commencé l'écriture en janvier 2015, et j'ai mis plus de 7 ans à réaliser ce film. Voilà, après on pourra revenir sur la fabrication du film, si vous le souhaitez. Oui, justement, sur la fabrication du film, donc c'est intéressant, donc ça part du travail d'histoire, du travail d'archives, mais après, qu'est-ce qui se passe au moment aussi de la rencontre avec ces femmes ? Et la rencontre avec ces femmes est une des choses que je trouve très belle dans le film, qui a sans doute touché les spectatrices, les spectateurs. C'est la scène finale, qui est un espèce de portrait familial de 3 générations de femmes, avec les petites filles qui sont absolument fantastiques, qui relisent le témoignage écrit. Enfin, il y a une sorte de aussi mise en abîme de l'expérience, et j'ai été particulièrement touchée par la manière dont vous filmez les lieux. Ça m'a fait penser à un auteur allemand, Sebald, qui filme les lieux comme des ruines, et un espace aussi de réflexion sur la déchéance de la civilisation. Parce que c'est ce que disent ces femmes à la fin, c'est pas que l'institution religieuse qui est coupable, c'est aussi la justice, c'est aussi les parents, c'est la civilisation qui les a abandonnées. Donc voilà, si vous pourriez parler un petit peu aussi de la manière de filmer, c'est-à-dire la manière de filmer les intervenantes, mais aussi la manière de filmer les lieux. Parfois, il y a aussi des séquences très intrigantes d'images d'archives qui ne sont pas du tout commentées. Enfin, c'est le silence absolu, donc il faut le digérer. Je trouve que c'est très lourd. Et puis aussi une manière, je trouve, d'aller à l'encontre de l'attente un peu voyeuriste, peut-être du spectateur, qui, quand une des intervenantes feuillette, c'est quoi le magazine? C'est Marie-France. Elle feuillette Marie-France, et on a très envie de voir ce qu'elle regarde, mais c'est à l'envers, c'est hyper frustrant. Mais en même temps, ça nous force à réfléchir sur nous,
Pardon? J'ai l'archive. D'accord. Mais voilà, mais sur la curiosité du spectateur de voir qui sont les bons personnages, qui sont les mauvais. Et en fait, ça nous frustre et voilà, ça nous oblige à prendre une certaine distance. Voilà. C'est une grande question. Est très très vaste. Alors n'hésitez pas à me relancer. Je ne sais pas si j'aurai tout en tête. En tout cas, la référence à Sebald me plaît beaucoup. Voilà, c'est un auteur que j'aime énormément, notamment Austerlitz. Donc c'est un compliment, merci. Alors ensuite, la question du cinéma documentaire est une question vaste et qui, voilà, c'est vraiment, ça s'inscrit dans le temps, un temps long, très long. Alors moi j'ai choisi de travailler avec des femmes qui avaient fait un chemin intérieur qui leur permettait d'échapper à la colère sans pour autant être résignées. Ça a été moi je tourne très peu, donc ça a été un long travail préparatoire. Et le confinement a renforcé en fait voilà, cette relation que nous avons eue avant de tourner. Et ça, c'était très important d'être dans une confiance vraiment très forte. On s'est choisi et tout s'est rejoué au moment du tournage, de part et d'autre de la caméra. Alors, sur la question des archives, cette question, elle est très importante pour moi parce que je voulais en aucun cas que ces archives soient illustratives. Et d'ailleurs, Véronique Blanchard faisait référence à ce fonds manuel qui est exceptionnel, un fonds photographique vraiment très très beau. Et je n'ai pas choisi de le monter dans le film parce que je préférais travailler avec des archives qui avaient croisé la vie de ces femmes. Il se trouve que ce film dresse les portraits croisés de 4 femmes qui ne se connaissent pas et qui pourtant partagent la même histoire. À des âges et des moments différents, dans des lieux différents, puisque Edith, la femme que l'on ne voit pas, mais que l'on entend et qui structure en fait le film, a été placée en 1933. Michel, la femme en rose, a été placée dans les années 50, Evelyne dans les années 60, et Fabienne, la femme en rouge, est sortie en 1974. Donc voilà, elles n'ont pas été placées, elles n'avaient pas le même âge et elles n'étaient pas au même endroit et pourtant elles racontent la même chose. Donc ça rejoint ce que vous disiez dans votre question. En effet, il s'agit d'un système. Et c'est ce que je souhaitais montrer dans le film par le truchement du montage. Ce sont des parcours individuels, mais en les croisant, en fait, ça dresse une fresque. Et je cherchais à montrer en quoi l'intime et politique dans l'histoire des femmes, et en particulier dans cette histoire-là qui était inédite sur grand écran. Et d'où justement ce travail, en fait, qui vraiment fouille très loin, en fait, qui va très loin dans la parole et dans la profondeur de cette parole, d'où tout ce travail préparatoire. Après, l'une des questions majeures que je me suis posée, c'est de donner une place aux spectateurs, c'est-à-dire à vous, pour que ce film soit entendable, que vous ne vous leviez pas dès le départ et que vous restiez jusqu'à la fin, jusqu'au mot de la fin. Donc c'était trouver pour vous un espace, d'où ce travail vraiment, j'ai cherché à créer un espace entre les femmes et vous, un espace de pensée. Oui, un espace de pensée. Après, voilà, je pense que j'ai fait avec ma nature aussi. Je suis extrêmement pudique. Donc voilà, je voulais que l'on entende ces femmes avec un travail au montage au millimètre. C'est-à-dire vraiment, il faut savoir arrêter. Il y a beaucoup de choses que l'on devine et qui ne sont pas dites. Et c'est vous qui continuez et poursuivez l'histoire. La question de l'archive de Marie-France, oui, en effet, elle est à l'envers et c'est un souhait. C'était voulu, justement, pour que vous fassiez ce chemin vers Evelyne. Et après, on a les images dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a la revue dans le sens inverse de la lecture. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'était la réaction d'Evelyne face à cette revue. Et après, on voit Michel qui consulte les plaques de verre et qui commente en fait et qui explique justement que c'était des mises en scène et ce que justement le film ensuite va raconter avec la seule voix masculine du film qui est une voix stigmatisante. Puis après on coupe le son et on regarde ces images et en fait ce sont des images de propagande. Ces filles sont mises en scène et en même temps c'est du réel
parce que ce sont des filles qui ont été placées. Et donc, c'est toute l'ambivalence de ces images. Et ensuite, dans le montage, Edith reprend en fait, raconte que, parce qu'en fait, ces images, c'est seules archives filmiques que je connaisse, qui ont été tournées à l'intérieur d'un refuge à Nantes qui s'appelle les Dames Blanches en 52. Et le montage est conçu comme un puzzle dont toutes les pièces résonnent entre elles. Encore une fois, je ne voulais pas que les images soient illustratives. Et donc, elles jouent un rôle. Et cette séquence incarne la question du travail, de l'exploitation au travail. Et ensuite, Edith reprend, en fait, finalement, au montage, reprend ce que l'on voit et disait à quel point elle aurait aimé étudier. Et à 14 ans, il fallait tirer l'aiguille, comme elle dit, pour travailler voilà, et assurer son quota de couture. Après, je peux poursuivre encore si vous voulez, mais... Je suis sûre qu'il y a des questions dans l'auditoire. Il ne faut pas être pudique. Merci pour ce très beau documentaire. Alors c'est très sidérant, mais une des choses qui me sidère le plus, c'est les parents qui placent leurs enfants. Ça a eu, enfin c'est une question à l'historienne, ça a commencé quand? Ça a duré jusqu'à quand? Enfin alors oui, alors ça commence, si on prend le 19e siècle, en tout cas, ça commence dès le début du 19e siècle, en 1804, pour être très précise, avec ce qui s'appelle, que vous avez entendu dans la pièce, la correction paternelle, donc une loi civile de 1804, qui donne la possibilité aux pères, d'abord aux pères, et il faudra attendre 1945 pour que les mères puissent le faire aussi, le droit de demander le placement de son enfant parce qu'on a de graves mécontentements le concernant. C'est voilà, les mots de la loi, de graves mécontentements. Donc vous imaginez tout ce qu'on peut mettre derrière plutôt, des graves mécontentements, et on n'a absolument rien à justifier. On a de graves mécontentements, on va voir la justice et on demande le placement de son enfant. Donc c'est une mesure qui va exister en France et va être très utilisée, beaucoup dans les milieux populaires surtout, plus pour les filles que pour les garçons, mais il y aura aussi des garçons envoyés en correction paternelle, et donc c'est souvent le placement que la justice décide, le placement dans ces institutions qui semblent être des institutions à la fois, alors on les a appelées maisons de correction, maisons de redressement, maisons de rééducation, maisons d'éducation, selon les périodes on les nomme différemment, et on peut placer un enfant là en mesure de correction paternelle, 6 mois renouvelable, mais en fait très souvent jusqu'à la majorité civile de l'enfant, et la majorité civile des enfants jusqu'en 1974 c'est 21 ans. Donc beaucoup de jeunes filles vont être placées dans ce cadre-là jusqu'à 21 ans dans les bons pasteurs. Jusqu'à quand ça dure? Alors, comment répondre à la question? Très précisément, pour la loi, ça dure jusqu'en 1958. La correction paternelle existera en France jusqu'en 1958. Et je vous conseille, par exemple, le film très connu de François Truffaut qui s'appelle Les 400 coups. Voilà, François Truffaut a été placé en correction paternelle par sa mère suite à des mécontentements familiaux qui fait qu'il va être placé dans un internat public de l'éducation surveillée en 1949. Voilà, donc jusqu'en 1958, on utilise la correction paternelle et on donne ce pouvoir-là au juge des enfants en 1945, et les jeunes femmes, les jeunes filles de la pièce, et enfin, Annette, et puis dans le film, pouvaient être placées dans le cadre de la correction paternelle. À partir de 1958, le juge des enfants va obtenir la possibilité d'intervenir dans le cadre de la protection pour des enfants qui seraient en très grand danger ou en difficulté. Et donc, il va y avoir une possibilité d'assistance éducative qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Voilà, les juges des enfants en France aujourd'hui, ils interviennent au pénal, infraction à la loi, et au civil quand il y a des problèmes et des mises en danger. Donc encore aujourd'hui, des parents peuvent avoir, alors bien sûr ça ne se passe pas de la même manière, mais on a des parents qui peuvent à un moment, avec la justice, avec l'aide sociale à l'enfance, demander le placement de leurs enfants. Alors bien sûr, ce ne sont plus du tout les mêmes termes, il ne s'agit pas de mécontentement, il s'agit de monter, voilà, d'essayer de voir avec les parents et la famille ce qui se passe, etc. Mais cette intervention par la justice qui organise le placement et la séparation d'un enfant de sa famille est toujours d'actualité. La correction paternelle, elle, est terminée en France depuis 1958.
Et la femme en rose dans le film, Michel, quand elle lit la lettre de sa mère, c'est pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est exactement ça, c'est la correction paternelle. Elle a été placée en 55. Et 3 ans plus tard, la loi arrête la correction paternelle. Mais en tout cas, et on comprend très très bien les motivations, puisque sa mère estime qu'en effet, elle est insolente, elle va se baigner, etc. Et donc, lors d'un retour en France, eh bien, elle décide de l'abandonner au bon pasteur du Puy-en-Velay. C'est exactement une illustration de ce que vient de dire Véronique. Il y a entre 30, si on doit dire des chiffres comme ça qui sont un peu abstraits, voilà, ce qui est bien là, c'est que c'est très incarné, mais voilà, il y a plus de 30 à 40% de jeunes filles placées dans les bons pasteurs qui le sont dans le cadre de la correction paternelle, avec une très grande latitude des juges des enfants par rapport à cette correction paternelle. C'est-à-dire que souvent, les parents ne connaissent pas le terme, ne savent pas que ça existe. Ils viennent en disant « Annette est sortie, Annette aime un tel » ou « Annette ne m'obéit pas » ou « Annette ne me donne pas la paye qu'elle touche en tant qu'ouvrière, ça ne va pas du tout ». Et le juge dit « Ah ben voilà, une correction paternelle ». Voilà, donc la loi est très très souple et va permettre l'intervention sociale de la justice pour remettre ces jeunes filles qui ne respectent pas les normes qu'on attend d'elles. Et ce qui est très impressionnant quand on travaille dans les archives, c'est qu'on se rend compte que les normes qui s'imposent aux garçons ne sont pas les mêmes, alors même que la loi, elle, n'est pas sexuée. Voilà, la loi, elle est écrite de la même manière a priori. Il n'y a pas de féminin et de masculin. Et pourtant, le juge des enfants, la société, les parents ne vont pas intervenir de la même manière. Donc les jeunes gens peuvent, dans les années 50 et 60, aller au cinéma, aller au café, sortir, aller au bal, danser jusqu'à 3 heures du matin. Pour une jeune fille, c'est nettement plus compliqué. Cette liberté-là, qu'elle souhaite parfois prendre, est intolérable pour la société. Et donc, de fait, pour la justice, et l'institution s'organise en plaçant ces jeunes filles dans les bons pasteurs. Et c'est pour ça que c'est très important, les mots que Sandrine et qu'Emerence utilisent, hein, et que vous avez aussi utilisés. Il s'agit bien d'un système. Il s'agit bien de notre histoire, l'histoire qu'on essaye de vous raconter par le biais du cinéma, du documentaire, du théâtre, de l'histoire. C'est une histoire des femmes. C'est une histoire de la tentative d'émancipation des femmes. C'est une histoire de la domination. C'est une histoire de l'implacable domination par rapport au corps et au corps sexué des femmes. C'est ça notre histoire. C'est ça l'histoire qu'on tente de vous raconter. Merci. Oh, pardon. Merci beaucoup. Alors, je commence aussi par des merci sur la finesse et l'intelligence du documentaire, hein, réellement. Et j'imagine qu'effectivement, vous allez avoir ouvert un espace de pensée et de pensée politique, comme vous le dites là. Il y a une question que je me suis posée en regardant tout ça. On a beaucoup de réponses. Vous êtes arrivé à réveiller en moi aussi des souvenirs de ma grand-mère. Donc on passe vraiment de l'individuel au collectif. Une pensée que j'ai essayé d'avoir, mais maintenant pour l'interroger à nouveau sur le travail qu'elle a fait chez les Bonnes Sœurs, en tant que couturière, et de chez qui elle est partie avec son trousseau cousu pour arriver chez son mari. Je n'en saurais plus rien. Je ne peux plus l'interroger depuis quelques semaines, malheureusement. Et donc cette question, pardon, qui m'a traversé l'esprit, c'est une fois placée donc dans ces institutions, donc certaines a priori étatiques, mais là celles qu'on voit donc religieuses, j'imagine, avaient un coût pour l'État. Quelle était en fait la transaction aussi financière, parce qu'on voit qu'elle ne devait pas coûter grand-chose, ces jeunes filles, aux bonnes sœurs qui s'en occupaient. Et néanmoins, j'imagine qu'il y avait de l'argent quand même qui était versé au Bon Pasteur et aux autres institutions. Oui, je réponds. Oui, bien sûr, vous avez totalement raison. Une pensée pour votre grand-mère. Et je sais à quel point cette histoire, et Emerence en est vraiment la témoin depuis plusieurs semaines, remue
des histoires intimes et personnelles. Hein, voilà, c'est incroyable. Alors, ça m'est arrivé à moins grande échelle, hein, avec le livre, avec mes livres, où des femmes sont venues me voir en me disant mais vous racontez mon histoire. Et là, c'est encore plus fort, bien sûr, avec le film. Donc oui, c'est, je pense, notre histoire, réellement, hein, vraiment notre histoire. Ça résonne très fort. Après, sur votre question plus technique, je vais essayer d'aller vite, mais oui, c'est très important ce que vous dites. Ce sont effectivement des institutions religieuses privées habilitées par la justice et par l'État. Donc quand l'État place, c'est l'État qui paye. Il y a des prix de journée. Chaque jeune fille rapporte un prix de journée. Plus il y a de jeunes filles, plus on a de prix de journée. Donc des institutions vont aller vers de plus en plus de jeunes filles. Donc voilà, on a des institutions, on ne s'en rend pas toujours compte, hein, mais c'est 150, 200, 250, 300 jeunes filles prises en charge en 24-24 sur des durées de placement moyen, de ce que j'ai calculé, de 5-6 ans. 5-6 ans de placement moyen. D'accord ? On a parfois, comme vous l'entendez là, des jeunes filles qui vont être placées à 5-6 ans jusqu'à leurs 21 ans. Donc là, on est sur des durées beaucoup plus longues. Mais en moyenne, de mon corpus, c'est 5-6 ans de placement. Et les jeunes filles vont travailler. Elles vont beaucoup travailler et elles vont pas toujours, rarement être formées, mais tant d'heures de travail, dans la buanderie, dans la couture, etc., ça finit par produire et on vend. Les bonnes sœurs vont vendre des draps brodés, vont vendre le travail de repassage, de buanderie. Hein, donc voilà, on ne peut pas dire que ce soit des institutions capitalistes qui rapportent beaucoup d'argent, mais tout de même, hein, c'est vraiment une économie qui est en partie payée par l'État. Et par ailleurs, quand Evelyne découvre son dossier de placement, à la fin du film, eh bien, elle apprend aussi, ce n'est pas monté dans le film, mais que ses parents, qui étaient pourtant qui avaient très peu de moyens, payaient aussi pour son placement. Donc en fait, il y avait des subsides en effet à la fois de l'État, le travail qu'elle fournissait, et parfois les parents payaient. Oui, les juges peuvent demander une participation des parents au placement de l'enfant, tout à fait. C'est pas majoritaire, mais c'est réel. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, madame, c'est vrai que, et ce que vous disiez aussi, enfin ce que tu disais Véronique, c'est que, en effet, moi j'ai commencé la tournée, le film est sorti en salle le 23 novembre, j'ai commencé la tournée le 5 novembre et j'ai rencontré, je faisais une ville par jour, j'ai rencontré beaucoup de téléspectatrices et de spectateurs et de spectatrices, pardon, et des femmes qui ont été placées en maison de correction, mais aussi des femmes contemporaines des femmes du film qui me disaient, voilà, je n'ai pas été en maison de correction, j'ai été scolarisée dans des institutions religieuses, et cette pression sur le corps, la sexualité, je me reconnais tout à fait dans ce qui est dit. Donc, et c'est ce que raconte très bien Annie Ernaux sur cette surveillance généralisée du corps des femmes, et aussi des filles et des petites filles qui s'interrogent sur justement ce que leur mère ou leur grand-mère ont vécu dans ce type d'institution. Et je rebondis du coup sur votre première intervention et ce qu'incarne très bien en fait dans l'arc dramaturgique Michel. Quand, avant de rencontrer Michel, elle m'a envoyé ce texte. Elle a produit elle-même une archive et il se trouve que sa famille connaissait son histoire. Mais voilà, elle avait le souhait de produire un texte, de produire une archive justement pour ces petites filles. Toutes ces petites filles n'avaient pas lu ce texte. Alors filmer une feuille de papier, c'est pas très cinématographique. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'était de mettre en scène ce texte avec Sohan, l'une de ces petites filles que l'on voit au début du film, jusqu'à une scène chorale que j'avais en tête depuis le départ, et avec ces mots qui passent de bouche en bouche, dans l'idée justement d'une transmission intergénérationnelle, qui est l'un des enjeux du film, comme vous venez de le dire, madame. C'est pour vous.
Et moi, j'aimerais rebondir du coup, parce que Sandrine, tu n'as pas encore beaucoup parlé, mais ce qui est normal, parce que vous n'avez pas vu encore, et vous allez tous aller au rond-point à partir du 7 mars jusqu'au 2 avril pour voir la pièce de Sandrine. Et je pense que ce travail sur l'intergénérationnel, c'est aussi quelque chose qu'offre le spectacle de Sandrine, puisque tout le travail d'écriture est un travail de mise en relation. C'est toi qui vas le dire plutôt. Entre les filles, des jeunes filles placées en centre éducatif fermé aujourd'hui et maintenant. Et Sandrine a fait tout un travail avec son équipe d'approche et de rencontre avec ces jeunes filles et les archives et les jeunes filles du Bon Pasteur. Dis-le toi. Alors moi je vais le dire. Non, en fait quand j'ai lu le livre de Véronique Blanchard, donc je parlais tout à l'heure, Vagabonde voleuse vicieuse, en fait je me suis posé la question, est-ce qu'il y a maintenant aussi des endroits où on place par le juge pour enfants des jeunes filles pour un certain nombre de temps et pour toujours les remettre dans le droit chemin, pour aller vite. Voilà. Alors, en faisant des recherches, je suis tombée sur des centres éducatifs fermés. Alors après, je fais très attention parce que c'est incomparable. Je veux dire, ce qu'ils ont vécu dans les Bons Pasteurs, ce qu'ils vivent maintenant, c'est vraiment dans les centres éducatifs fermés. En plus, je travaille dans un et c'est vrai que c'est quand même des lieux quand même très accueillants, très familiales, où il se passe des choses. Mais c'est vrai qu'il en existe un en France, et je tairai le nom, où justement, c'est que des jeunes filles. Alors, c'est à beaucoup moins grande échelle. Hein, c'est 10-12 jeunes filles qui ont entre quand même 15 et 18 ans, parce que la majorité maintenant est à 18 ans. Et on s'est rendu compte quand même, en tout cas en y allant, puis là il y a ma collaboratrice Isabelle Matteux qui participe avec moi de tout ce travail, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi quand même une stigmatisation sur le corps des jeunes filles, alors soit trop féminine, soit pas assez. En fait c'est très complexe d'être dans la bonne mesure de ce que je comprends. Après, sur aussi comment on les projetait dans l'avenir, et souvent c'est dans énormément de métiers féminins. Voilà. Là, en ce moment, je suis assez contente parce qu'il y a une des jeunes filles qui fait un stage en menuiserie, mais c'est la première fois. Donc, en fait, évidemment, les éducateurs ont très envie, etc. Mais c'était de trouver ces parallèles. Elles sont là pour des choses éminemment beaucoup plus violentes. Ça, on ne le renie pas. Évidemment qu'on n'est pas en train de dire, elles sont là pour rien, parce que les centres éducatifs fermés, c'est une alternative à la prison. Mais certaines sont là aussi beaucoup pour fugue. Il y a aussi toujours la prostitution qui est toujours un peu... donc il y a aussi une très grande pauvreté. C'est aussi des gens qui viennent d'un milieu très populaire, souvent comme dans les Bons Pasteurs. Donc ce qui m'a intéressé à faire avec Sonia Cambretto, c'est de mettre juste à plat un peu ces deux univers et de travailler justement, comme vous avez pu voir sur les photos, avec deux générations. On va dire une des comédiennes qui est Evelyne Didi, qui est la plus âgée, qui aurait pu être dans des Bons Pasteurs. Elle me dit, puis moi j'étais une mauvaise fille en fait, mais j'ai échappé à... Je pense que vraiment, j'ai échappé à ça. Et après, de travailler avec deux jeunes comédiennes, justement. Mais sauf que dans la pièce, Evelyne Didi dit aussi, j'ai 16 ans, je cours, j'ai du souffle, je cours plus vite sans bottines. Et j'ai déjà fugué 3 semaines. Parce qu'en fait, il y a plein de termes. Justement, il y a une phrase là, que j'ai vue tout à l'heure qui disait quand je suis dehors, je pense à rien, je me projette pas parce que je suis libre, etc. Et quand le premier rendez-vous que j'ai eu au centre éducatif fermé, j'ai lu cette phrase aux éducateurs, aux professeurs des écoles qui étaient là, et je leur ai dit de quand date cette phrase. Ils me disent nos filles elles disent ça, hein, pareil. Voilà. Donc je suis partie de ce qu'il y avait de légèrement en commun, sans mettre évidemment à plat, parce que il y a une double peine pour les femmes des Bons Pasteurs, parce qu'en fait, quand elles sortaient après, elles étaient vraiment considérées. Il y avait la prostitution, il y avait des choses très négatives portées sur elles, quoi. Alors je pense qu'aussi, les jeunes filles qui sortent des centres éducatifs fermés aussi, je pense qu'il y a toujours... d'une certaine manière. Mais voilà, mais c'est vrai qu'on enfermait peut-être beaucoup plus facilement et beaucoup plus en masse que maintenant dans les centres éducatifs fermés. Voilà. Les travails des sociologues autour de la question de la prise en charge des filles aujourd'hui, maintenant, et la différence qu'il peut y avoir entre la prise en charge des garçons, les travaux des sociologues montrent que il y a toujours des grandes différences de perception du corps social, du corps judiciaire, autour de ce qui dérange du côté des filles et du côté de ce qui dérange du côté des garçons. C'est extrêmement frappant. Et moi, ce que je cherchais en résumé à montrer dans le film, c'est, ou en tout cas à ce que vous puissiez éprouver cette chose-là, c'est à la fois une domination de genre, une domination de classe, en effet, et une domination suprême de l'adulte sur l'enfant. Deux dernières questions. Bonsoir. Je me posais la question de savoir
comment ces jeunes filles pouvaient sortir de ces institutions? Est-ce que c'était les parents qui faisaient une demande au juge? Est-ce que... Oui, alors, écoutez, alors d'abord, on voit dans... Alors, comment je réponds? Pour être le plus nuancé possible, a priori quand même, ce qu'on voit dans les archives, c'est qu'on ne sort pas avant la majorité. Voilà, c'est ce qui s'installe très souvent, c'est qu'on reste jusqu'à majorité. On va avoir des parents qui vont écrire au juge des enfants, même ceux qui ont demandé la correction paternelle. Au bout de 6 mois, 8 mois, ils vont dire, bon, voilà, Annette, ça y est, elle a compris, on est venu la voir dimanche, elle est repentie, sortez-la. Et là, le juge s'adresse aux sœurs et les sœurs disent « Ah non, elle est toujours aussi immorale, toujours aussi problématique, toujours aussi... » Voilà, et moi je trouve dans les archives des parents qui vont écrire 1 fois, 2 fois, 3 fois, et la réponse est le plus souvent négative. Voilà. Ensuite, il faut savoir aussi qu'il y a des parents, et vous vous en êtes rendu compte, quand Evelyne découvre son dossier et découvre que ses parents ont tenté de la voir, de la sortir, etc. On a aussi des parents pour qui il va plus y avoir de... Enfin, c'est vraiment important de l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'une des stratégies, c'est pas le mot qu'il faut que j'emploie, une des façons d'organiser la rééducation des filles pour ces bons pasteurs, c'est de les couper totalement de leur milieu. Le milieu amical, le milieu de vie et le milieu familial. Donc, cette scène que Evelyne vit, c'est une scène que beaucoup de femmes pourraient vivre aujourd'hui, c'est-à-dire découvrir à l'intérieur du dossier, comme moi j'ai pu le faire en tant qu'historienne, les lettres du fiancé, les lettres des parents, les lettres de tous ceux qui tentent de prendre des nouvelles, mais des lettres qui ne vont pas être transmises. Donc voilà, la coupure est très forte, très, très importante. Et donc, pour répondre à la question, la plupart du temps, les jeunes filles sortent à 21 ans, comme Fabienne le raconte, la porte se ferme et il faut qu'elles se débrouillent. Voilà, c'est très majoritairement ce qui se passe. Pour les classes moins populaires, parfois, avec des parents qui peuvent avoir des réseaux un peu plus importants, ils vont parvenir par certains biais à faire sortir leur fille de manière plus rapide. Et puis après, excusez-moi, non, il y a 2 autres manières de sortir, pardon. Il y en a une dramatique qui est bien sûr le suicide, et on a des jeunes filles qui sortent par le suicide. Et puis après, il y a la fugue, l'évasion et la rébellion, excusez-moi. Et c'est quand même très important. Donc des jeunes filles vont fuguer et parvenir à fuguer et ne jamais se faire rattraper. Fabienne s'est fait rattraper, mais voilà. Albertine Sarrazin ne s'est pas fait rattraper. Malgré le fait qu'elle se soit fait briser l'astragale et puis elle s'est pas fait rattraper tout de suite et puis il y a des jeunes filles qui vont se révolter et c'est aussi un moyen de sortir. Voilà, c'était important de le dire. Mais justement, moi, j'avais je voulais rebondir une question parce que il y a aussi l'idée, est-ce que quand les parents demandent à voir leur fille ou à sortir, à ce que leur fille sorte, elles ne sortent pas avant 21 ans, puis avant 18 ans. Mais est-ce que justement, c'est pas aussi une main-d'œuvre pour les religieuses? Et du coup, c'est aussi c'est à la fois la question de la rééducation des filles, mais peut-être aussi l'exploitation de cette main-d'œuvre. C'est une question. Ouais, c'est une question et il est difficile d'y répondre. Je pense que des historiens pourraient répondre positivement à la question. Moi, c'est pas ce que je trouve dans les archives. Moi, je crois vraiment que la force de travail de ces jeunes filles était assez limitée finalement. Elles sont peu formées, elles travaillent dans de mauvaises conditions. Et je pense que les bons pasteurs sont plutôt en permanence en déficit. Et je pense que réellement, c'est des questions de moralité, de non-possibilité. Et c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'elles sont là pour être redressées, rééduquées pendant 2, 3, 4 ans. Et malgré ça, les sœurs avouent une certaine forme d'échec, puisque au bout de 3-4 ans, c'est toujours pas bon, elles sont toujours aussi immorales et toujours inaptes à être dehors, parce que d'une certaine manière, la philosophie de ces sœurs, beaucoup plus que l'exploitation, c'est l'idée qu'il ne faut pas que les femmes sortent, qu'il faudrait qu'elles restent vraiment à l'intérieur de ce bon pasteur pour toujours. Et d'ailleurs, une des réussites des sœurs, c'est quand les jeunes filles décident de rester.
Parce que certaines jeunes filles très minoritaires vont décider de rester. Alors elles ne peuvent bien sûr pas devenir sœurs, mais elles vont devenir les servantes, les domestiques, les madeleines des sœurs des bons pasteurs. Et là, on atteint presque la réussite espérée par l'institution. D'ailleurs, Edith se pose la question à un moment de rester. Merci. Merci à vous.